Lumière. 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 Lumière sur la pile à hydrogène. Alors que le réchauffement climatique nous pousse à revoir nos habitudes de consommation énergétique, des sources d'énergie dites alternatives commencent à prendre le relais des combustibles fossiles. Si l'on s'est habitué à croiser de plus en plus fréquemment des voitures et des bus électriques dans nos villes, il existe d'autres sources d'énergie à l'impact environnemental réduit, notamment l'hydrogène. Depuis quelques années, beaucoup d'espoir et d'argent sont placés dans les piles à combustible, à tel point qu'en 2017, Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique, propose un vaste plan national de déploiement de l'hydrogène. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'est exactement une pile à combustible et quelles barrières doit-on encore franchir avant que l'hydrogène ne remplace le pétrole dans nos moteurs ? On fait le point dessus avec Nadia Yousfi-Steiner, enseignante-chercheuse de l'Université de Franche-Comté au laboratoire FemtoST à Belfort et médaille de bronze du CNRS en 2019. Bonjour Nadia. Bonjour. Quand on parle d'hydrogène, de pile à combustible, on a l'impression de discuter de quelque chose de relativement récent, de moderne, mais l'invention de la première pile à combustible, elle remonte à pratiquement 2 siècles. C'était en 1839 par William Grove. Comment est-ce qu'on explique que la pile à combustible, elle revienne depuis quelques années sur le devant de la scène ? Oui, effectivement. L'hydrogène est un vecteur énergétique qui apporte une source d'énergie qui est respectueuse de l'environnement et toujours disponible. Donc cela pourrait être vu comme l'énergie du futur et une énergie qui est actuelle. Mais en effet, malgré le fait que cette solution existe depuis plus de 150 ans, l'idée d'utiliser les piles à combustible n'est pas nouvelle. Donc, comme vous l'avez dit, Sir William Grove, qui était un juge et un inventeur physicien gallois, avait conçu la première pile à hydrogène en 1839. Son invention à l'époque avait mis en évidence le principe de fonctionnement de cette technologie, à savoir mettre ensemble de l'hydrogène et l'oxygène en présence d'un électrolyte permettait de produire de l'électricité et de ne rejeter que de l'eau. Néanmoins, l'efficacité de sa première pile expérimentale n'était pas suffisante pour être utile et aucune étude supplémentaire n'avait été apportée à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était une expérimentation un petit peu faite dans son coin, sans qu'il y ait de débouché véritable à ce moment-là de l'histoire. Absolument. Il aura donc fallu attendre plus d'1 siècle pour passer au stade de l'invention et aux premières applications dans le domaine. Donc les premières étaient plutôt dans le domaine spatial. Donc la NASA qui avait utilisé une pile à combustible pour sa première mission spatiale en 1966 et puis pour les autres qui ont suivi. C'était les navettes Gemini, Apollo ? Exactement. Et puis voilà, les différentes innovations qui ont suivi correspondent au développement technologique qu'on voit actuellement, poussé au départ par les différentes crises pétrolières où il fallait trouver une alternative au pétrole et puis par la suite par le besoin d'aller vers des énergies qui vont concilier écologie, économie, société, donc des énergies plus durables. C'est-à-dire qu'il y a quand même une question de coût. À l'époque, peut-être que c'était trop coûteux aussi de produire de l'énergie via la pile à combustible, alors qu'aujourd'hui, ça coûte finalement moins cher. Alors effectivement, le coût qui était prohibitif à un moment donné commence à diminuer de plus en plus. Aujourd'hui, on arrive, donc le platine qui était essentiellement la source de ce coût des piles à combustible, aujourd'hui on arrive à travailler plutôt avec des alliages, diminuant un peu la charge de platine dans des piles à combustible. Pour vous donner un exemple pratique, aujourd'hui la Toyota Mirai, qui est la première voiture commercialisée, utilise 25 grammes à peu près de platine pour une puissance de 114 kW. Donc en gros, il faut compter aujourd'hui pour une pile de 100 kW, un peu moins de 30 grammes de platine. Avec les coûts actuels, on est à peu près un coût global de 750 à 800 euros pour ces systèmes-là, ce qui représente pour le véhicule 1% du prix total du véhicule. Ouais, c'est très très peu. Finalement, par rapport au prix du système. Donc, ce n'est peut-être plus le verrou le plus embêtant, on va dire, pour les piles à combustible aujourd'hui. Quand on parle de piles à combustible, on est assez loin de l'image qu'on pourrait se faire d'une pile classique, cylindrique classique, comme une pile AA, LR6 qu'on met dans une télécommande. À quoi ça ressemble, une pile à combustible ? Et comment ça fonctionne aussi ?
Alors, je vais peut-être commencer rapidement par dire ce que c'est qu'une cellule électrochimique. C'est tout simplement deux électrodes, une anode, une cathode, séparées par un électrolyte. Donc une pile à combustible est simplement composée de plusieurs cellules électrochimiques, comme une batterie. Donc on peut très bien imaginer une batterie dans laquelle on va acheminer d'un côté de l'hydrogène et d'un autre côté de l'oxygène ou simplement de l'air capté dans l'atmosphère. Donc l'hydrogène va diffuser au sein d'une électrode, donc l'anode, jusqu'à arriver à une zone réactionnelle. C'est là où il y a du platine. Et donc c'est l'interface avec l'électrolyte qui sépare les deux pour produire des électrons et des protons. Les électrons vont être forcés à travers un circuit extérieur parce que la membrane fait barrière aux électrons. Donc ça va être notre circuit électrique. Tandis que les protons vont diffuser jusqu'à l'autre côté pour rencontrer l'oxygène venant de l'air et donc produire avec l'oxygène, les électrons et les protons, produire de l'eau. Donc c'est une réaction qui est exothermique, donc elle va produire de la chaleur en plus de l'électricité. Et puis le seul rejet de cette réaction, ça va être... De l'eau. Voilà. C'est quoi l'avantage d'utiliser une pile à combustible comme ressource énergétique ? On parlait de l'impératif écologique juste avant, il est notable aujourd'hui. Alors absolument. Donc elles sont de ce fait très peu polluantes. Cela va dépendre évidemment de l'origine de notre hydrogène, mais ça c'est une autre question. Mais de manière générale, elles sont beaucoup moins polluantes que les systèmes traditionnels. Elles vont contribuer de ce fait à l'amélioration de la qualité de l'air et à la diminution des rejets de CO2. Mais ce n'est pas le seul avantage. Le premier avantage de ces piles-là est aussi de très bons rendements énergétiques. Actuellement, le rendement de conversion d'une énergie électrique varie selon la pile à combustible, mais reste supérieur à 50%. Quand on regarde dans le domaine du transport, en général, une première comparaison peut être faite sur des rendements maximaux. Un moteur thermique d'automobile a un rendement qui varie entre 25 à 30%, tandis qu'une pile à combustible, elle va aller jusqu'à 50% de rendement électrique. Ça veut dire qu'il y a 50% du carburant utilisé dans la pile, du combustible utilisé dans la pile à combustible qui sera utilisé pour créer l'énergie, tandis que sur un moteur plus classique à explosion d'une voiture, il n'y aurait que 30% de l'essence utilisée dans un moteur qui servira à produire de l'énergie. Voilà, et en plus, l'énergie qui n'est pas convertie en énergie électrique va être émise sous forme de chaleur. Donc on peut très bien imaginer aussi valoriser cette chaleur-là, notamment dans des applications de cogénération, et de ce fait, on pourra atteindre des rendements qui vont jusqu'à 90%. Donc c'est clairement un vrai avantage de ces systèmes-là. Il n'y a pas de pièce en mouvement dans la pile à combustible, c'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de frottement particulier, il n'y a pas de bruit qui en sort. Effectivement, donc là, on est sur des principes de fonctionnement électrochimique, donc ce sont plutôt des réactions électrochimiques qui vont produire cette énergie-là. Donc de ce fait, une pile à combustible ne va pas émettre de bruit, son fonctionnement est silencieux, contrairement à celui de moteurs thermiques ou de turbines à gaz ou autres. La seule chose, néanmoins, qui va émettre du bruit dans un système pile à combustible, c'est tout le système qui est autour de la pile qui permettent son fonctionnement, comme par exemple des ventilateurs, des compresseurs, des pompes, des choses comme ça. Donc ça, c'est clairement un vrai atout pour réduire la pollution sonore dans nos villes. La recherche sur les piles à combustible, c'est une recherche qui se fait en temps réel quelque part, où les découvertes et les résultats, ils sont assez fréquents. Et vos travaux, vous, Nadia, ils portent notamment sur l'optimisation du fonctionnement des piles à combustible et leur tolérance aux défauts. Quel défaut peut avoir une pile à combustible ? Le principe d'une pile à combustible est relativement simple. Comme j'avais dit, deux électrodes alimentées par deux gaz, on produit des charges électriques et on n'émet que de la chaleur. Par contre, ces systèmes-là souffrent, même malgré ce principe très simple de fonctionnement, elles souffrent encore de pas mal de verrous technologiques, notamment la durabilité et la fiabilité, comme vous venez de le dire, qui sont encore trop faibles. Si je prends quelques phénomènes qui peuvent empêcher le bon fonctionnement de ces systèmes-là, je prends juste l'exemple de l'eau qui est produite. Oui. Donc, En réaction, donc c'est pour le fonctionnement normal, il y a l'eau comme étant un produit de cette réaction-là, mais une mauvaise évacuation de cette eau peut produire un engorgement, ce qu'on appelle un engorgement ou un noyage. Et donc cette eau venant s'accumuler à l'intérieur de l'électrode va empêcher les gaz d'accéder au site réactionnel, donc empêcher la réaction, donc arrêter le fonctionnement.
Là, je suis en train de parler des défauts les plus fréquents. Ce sont les défauts qui sont liés à la gestion de l'eau, notamment à cette pile basse température qui a des températures de fonctionnement qui sont autour des 80 degrés, donc basse température. Et donc, de ce fait, il est nécessaire pour ce type de pile-là de trouver la zone de fonctionnement ou d'équilibre de l'eau, comment on appelle ça ? La balance entre les deux ? Voilà. Il faut trouver un équilibre entre l'eau nécessaire pour avoir un bon fonctionnement, mais pas trop pour pas qu'il y ait un engorgement. Et si on n'a pas assez, on est dans une zone d'assèchement. Donc il faut maintenir tout au long de fonctionnement cet équilibre d'une gestion de l'eau. Donc ça, c'est vraiment un des défauts qu'on peut rencontrer dans ce type d'épiles, mais il y en a d'autres. On a d'autres phénomènes de dégradation. Qui, eux, sont plutôt liés à l'usure des matériaux, donc plutôt liés au vieillissement. Donc même en fonctionnement normal, on va toujours avoir ce type de dégradation qui, elles, ne sont pas réversibles. Donc c'est l'usure normale, régulière des matériaux. Absolument. Donc ces phénomènes vont toujours exister tant que notre système fonctionne, ou même s'il ne fonctionne pas d'ailleurs. Mais tout l'enjeu ici, c'est de faire en sorte que le fonctionnement n'accélère pas cette usure-là, n'accélère pas ce vieillissement, et de toujours se placer dans des zones de fonctionnement non dégradants, enfin, les plus, on va dire, les plus tolérantes à cette dégradation possible. Comment on maîtrise le fonctionnement de ces systèmes ? Parce que là, on parle, j'ai l'impression, de matériel, mais par exemple, pour l'évacuation de l'eau, est-ce qu'il s'agit également d'un monitoring en temps réel ? Est-ce qu'il s'agit d'informatique avec une intervention en direct sur la pile à combustible ? Pour arriver à intégrer un système pile à combustible au sein d'un véhicule, par exemple, ou de manière générale, pour toute application embarquée, il faudrait respecter un certain nombre de contraintes sur ce système-là. Ces contraintes vont être liées soit à l'encombrement, donc essayer de limiter l'encombrement, poids, volume du système, au coût, ne pas augmenter les coûts déjà installés à bord, ne pas augmenter la complexité du système, des contraintes liées à l'intrusivité, donc ne pas introduire des capteurs ou voire même des appareils qui vont altérer le fonctionnement, voire même causer des défauts eux-mêmes, donc il y a un certain nombre de contraintes. Et donc pour arriver à un système résilient avec des contraintes applicatives fortes, il faut effectivement intégrer des outils de surveillance en ligne, surveiller certains paramètres, on peut les imaginer comme des symptômes, pour pouvoir réagir au bon moment. Mes travaux de recherche, de manière générale, portent sur l'amélioration de la durabilité et la fiabilité, tout en réduisant les coûts, ou voire les limiter, avec l'objectif d'aboutir à terme à un système pile à combustible résilient. La définition qu'on donne à résilience, c'est qu'il est capable de faire face à des événements connus, donc des défauts comme celui de la gestion de l'eau dont j'avais parlé, et aussi aux événements inconnus comme les dégradations matérielles et pouvoir réduire leur impact. Et donc ça va passer par identifier les défauts, les corriger automatiquement via un contrôle de ce système-là, et de lancer aussi, lorsque c'est nécessaire, des opérations de maintenance prédictives ou autres. Voilà, arriver à un système résilient avec ces contraintes fortes passe forcément par l'intégration d'outils de surveillance, comme vous l'avez dit, de suivi de l'état de santé, et de faire en sorte que ces outils-là communiquent entre eux et communiquent vers le système des états dégradés qui ont été éventuellement détectés. Donc voilà, l'ajout de l'intelligence, ce sont en effet des algorithmes informatiques au cœur du système, va permettre au système de faire ça, donc de s'auto-diagnostiquer en suivant ces quelques informations en ligne et de les corriger une fois qu'il a repéré un état de santé qui n'était pas normal. En fait, quand on pense à la pile à combustible, il ne faut pas imaginer uniquement ça comme un moteur, mais finalement, c'est un système qui gravite autour, enfin qui est à côté, qui est associé à cette pile, avec des capteurs, avec tout un réseau d'autocorrection. Absolument. Alors, le cœur du système pile à combustible, c'est la pile à combustible ou le stack de pile à combustible, c'est la batterie dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Mais vous pouvez imaginer que pour amener de l'hydrogène et pour évacuer l'eau, il faut aussi un système autour, donc un système des lignes d'air, des lignes d'hydrogène. Pour évacuer la chaleur, il va falloir aussi des ventilateurs pour certaines applications, des échangeurs de chaleur. Donc il y a tout un système auxiliaire autour pour permettre son bon fonctionnement. Et donc
dans ce système-là, il y a un certain nombre de capteurs. Donc l'enjeu de mes recherches, c'est d'essayer d'avoir le moins de capteurs possible, déjà pour ne pas encombrer le système, mais aussi les capteurs peuvent être source de fautes, de défauts aussi. Donc essayer de diminuer cette complexité. On arrive sur certains travaux à essayer de ne travailler qu'avec des capteurs déjà existants pour le bon fonctionnement. Donc essayer de limiter ça. Et donc pour cela, il faut arriver aussi à mettre en place un certain nombre d'algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir traiter les données qui sont déjà disponibles sur le système. Tout à l'heure, vous parliez de piles à combustible basse température. J'imagine du coup par déduction qu'il y a des piles à combustible haute température. Quelle est la différence entre les deux, si ce n'est qu'il y a une évidemment qui produit plus de chaleur que l'autre? Alors, les piles à combustible desquelles j'ai parlé jusqu'à présent sont effectivement des piles à combustible basse température. Donc la membrane, enfin l'électrolyte qui sépare les deux électrodes est plutôt une membrane solide, polymère. Ce sont des piles à combustible qui ont des températures de fonctionnement entre 40 jusqu'à 80 degrés. Et puis, on a ce qu'on appelle des piles à combustible haute température, des SOFC. On parle de SOFC. Donc, ce sont des piles à combustible à membrane céramique. Et les températures de fonctionnement peuvent arriver jusqu'à 800 degrés, 900 degrés. Ce sont essentiellement des piles à combustible qui sont utilisées pour le stationnaire, évidemment, pour la valorisation de la chaleur. Et qui sont beaucoup moins matures pour les applications de transport où les PEMFC, donc les premières piles basse température, sont plus matures. Qu'est-ce qu'on doit attendre des piles à hydrogène lorsque leur fonctionnement sera davantage optimisé ? Alors, lorsque les problèmes techniques, économiques, acceptation sociétale seront réglés, nous pourrons imaginer un paradigme énergétique et sociétal dans lequel les technologies hydrogène se déploieront en synergie avec les énergies renouvelables. Et donc les énergies renouvelables seront intégrées massivement dans nos réseaux parce qu'on va arriver à bien maîtriser le stockage massif de l'électricité qui arrive de ces énergies renouvelables. Donc l'intérêt de la valorisation de l'électricité renouvelable qui est non utilisable à un moment donné à cause de l'intermittence, non injectable dans le réseau électrique, donc l'intérêt de la valoriser sous forme d'hydrogène apporte beaucoup de bénéfices en termes de modularité, de flexibilité de nos réseaux. On peut aussi imaginer que nos bâtiments ne seront plus émetteurs de gaz à effet de serre, car on va être capable de produire localement et de stocker aussi localement notre énergie, donc celle dont on a besoin pour l'électricité, le chauffage, voire même le froid. C'est-à-dire qu'un bâtiment, une maison ou un immeuble serait capable de produire son propre hydrogène pour ensuite l'injecter dans sa pile à combustible et ainsi faire un cycle Absolument, absolument. Aujourd'hui, on peut avoir des systèmes de production d'hydrogène. Enfin, on peut avoir couplé avec des panneaux photovoltaïques un système de cogénération. Et donc, on est capable, grâce à ça, à produire notre propre électricité, notre propre chaleur. On peut même aller un petit peu plus loin et imaginer qu'on peut fournir l'excédent de production locale à son voisin, voire à son quartier, voire à sa ville. Là, on peut non seulement créer on va dire un bâtiment à énergie positive, mais un bloc de bâtiment, un quartier à énergie positive. Et donc cet utilisateur devient aussi producteur. Et donc là, voilà, avoir les premières bases des villes durables dans ce cas-là. On n'a pas dit comment est-ce qu'on produisait l'hydrogène. On a dit comment on l'utilisait dans la pile à combustible, mais comment est-ce qu'on obtient de l'hydrogène ? Alors aujourd'hui, la production majoritaire, enfin la manière avec laquelle on produit l'hydrogène, c'est à partir des hydrocarbures. Donc on va à travers une réaction qui s'appelle du réformage ou du vaporéformage, donc des hydrocarbures à haute température, et donc on va obtenir un gaz de synthèse. On peut aussi, il y a d'autres voies de production. Évidemment, cette première voie n'est pas forcément la plus encourageante pour l'instant, mais c'est ce qu'on fait. On a aussi une autre manière de produire, c'est à travers des électrolyseurs. Donc un électrolyseur, c'est l'inverse. Enfin, une électrolyse, c'est l'inverse d'une pile à combustible, c'est-à-dire qu'on va injecter de l'électricité et de l'eau pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Évidemment, ça a un intérêt que lorsqu'on a de l'électricité verte, gratuite. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'injecter de l'électricité qui vient des énergies renouvelables dans un électrolyseur, produire
de l'hydrogène quand on a un excédent d'électricité, puis stocker cet hydrogène, le réutiliser quand on aura besoin. C'est l'hydrogène vert. Absolument. Absolument. Voilà, donc ça c'est un peu les manières avec lesquelles on produit de l'hydrogène aujourd'hui. Et donc l'idée c'est d'arriver donc, dans cette deuxième voie de production, évidemment, d'augmenter le rendement sur toute la chaîne. Donc c'est ça l'enjeu de cette voie de production. La ville de Belfort doit déployer prochainement, ces prochains mois, des bus qui fonctionnent grâce à l'hydrogène. Vous l'avez dit tout à l'heure, Toyota a mis sur le marché une voiture qui fonctionne avec des piles à combustible. L'hydrogène, c'est l'avenir du transport ou est-ce qu'il pourra également être utilisé dans d'autres secteurs ? Alors effectivement, la ville de Belfort a récemment fait des annonces très ambitieuses pour la mobilité, notamment à travers son réseau de bus local. Donc en effet, il y a déjà 30 bus hybrides qui ont été acquis récemment, permettant des réductions jusqu'à 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis dans cette première acquisition, des bus 100% électriques à batterie ont été écartés à cause du problème de l'autonomie. Donc là, cela ouvre un petit peu l'horizon au bus à hydrogène. D'ailleurs, il y a une annonce de l'arrivée du bus à hydrogène, 7 au total dans cette première annonce. C'est prévu dès 2021. Donc un premier bus fin 2020 et puis les 6 autres à partir de 2021-2022. Oui, l'application dans le transport est effectivement une application phare pour les piles à combustible. Donc quelques années plus tôt, la majorité des constructeurs automobiles avaient ciblé 2015 comme étant la date qui verra l'entrée sur le marché des véhicules piles à combustible. C'est un petit peu optimiste. Toyota a quand même réussi le pari en lançant la production en série de son premier véhicule, donc la Toyota Mirai, qui a été industrialisée à grande échelle, limitée néanmoins dans un premier temps aux pays qui avaient l'infrastructure nécessaire. Mais de manière générale, moi je pense que les véhicules légers vont être, sont le premier marché, donc la voiture en particulier. Et puis ensuite le marché de l'énergie qui pourrait aussi se déployer suite à ça. Donc pour l'hydrogène, on va avoir besoin de stocker, de transporter. Donc de ce fait, des îlots, des régions isolées électriquement ou avec très peu de connexions électriques vont être effectivement des lieux très intéressants pour déployer la technologie hydrogène. Merci Nadia Yousfi-Steiner. Merci à vous. C'était Lumière sur la pile à hydrogène avec Nadia Yousfi-Steiner, enseignante-chercheuse à l'Université de Franche-Comté au laboratoire FEMTO-ST à Belfort.